BX1+. Le face-à-face. Voilà, pour l'instant, on va s'intéresser à la dimension cathartique de l'humour. Et on va employer des mots un petit peu moins savants et un petit peu moins sérieux peut-être. On va débattre en tout cas de ce que l'humour nous apporte ou ne nous apporte pas dans la crise que nous traversons. Et puis on s'interrogera aussi sur les limites et parfois l'incompréhension à laquelle se heurtent les humoristes. On va débattre de tout ça avec Pierre Kroll, dessinateur, qui œuvre notamment tous les jours dans le journal Le Soir, avec Jérôme de Warzé, qui œuvre lui tous les jours sur la radio université et parfois en télé le soir pour Le Grand Cactus. Et puis on aura un universitaire pour donner un petit peu de sérieux à la chose, Guillaume Grignard, qui est doctorant en sciences politiques et sociales à l'Université libre de Bruxelles et qui justement étudie la place de l'humour en politique. D'abord, on fait un petit détour par la presse parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on est le 1er avril. C'est pour ça qu'on a décidé de débattre de ça aujourd'hui. Et on va faire un petit recensement des poissons, en tout cas de ceux qu'on a repérés, Arnaud Bruckner. Oui, florilège de poissons d'avril dans la presse ce matin. On vous en a sélectionné quelques-uns. Dans la Libre, par exemple, on annonce que face à l'afflux de touristes à la côte, l'autoroute E40 sera donc désormais en sens unique vers Bruxelles. Dans le cadre d'une opération Terug in het Kot, retour à la maison, le sens inverse vers la côte ne serait alors réservé qu'aux cyclistes. Du côté de la dernière heure, c'est Ivan Latem dont on se paye la tête. Le porte-parole interfédéral Covid-19 intégrerait le casting de l'émission d'RTL Marié au premier regard en tant qu'expert scientifique pour tester la compatibilité des futurs couples. Dans la capitale, on annonce que la ministre de la Défense a réussi à enrôler Mehdi Karchela, le milieu offensif du Standard de Liège, dans nos forces armées afin de dynamiser le recrutement. Et pour le reste, on vous laisse découvrir les autres poissons d'avril dans les pages ou sur les ondes de nos confrères. Voilà, et ça se perd un petit peu, le poisson d'avril, mais il y en a encore beaucoup dans la presse écrite. Dans l'audiovisuel, on en fait un petit peu moins ces dernières années. Je vais commencer avec vous, peut-être Guillaume Grignard. Il y a la tradition du 1er avril, il y a aussi la tradition des humoristes qui ont un rôle presque de chroniqueur de l'actualité, et notamment de l'actualité politique. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir parfois de l'humour quand on doit parler de choses si sérieuses ? Oui, bonjour à tous. Vous avez totalement raison. L'humour a une histoire très riche qui va bien au-delà de notre système démocratique contemporain. Donc, on retrouve l'humour un peu partout dans le monde. C'est un petit peu une anthropologie du vivant en fait qui est à l'œuvre. Alors, ça a une importance parce que ça a une fonction de résilience en fait qui est très important pour notre bien-être à tous. C'est que nous avons maintenant aussi beaucoup d'évidence par les sciences psychologiques qu'il y a vraiment une force curative en fait dans l'humour et une capacité de résilience pour dépasser des traumatismes, des difficultés. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier l'humour en période de crise parce que c'est particulièrement à ce moment-là qu'il est le plus saillant et qui montre tous les aspects que vous citiez en introduction, à la fois ses bienfaits et peut-être aussi ses limites et ses points d'accroche dont nous pourrions débattre aussi par la suite. Ouais, alors on va donner la parole à ceux qui nous font rire. En tout cas qui essaye. Jérôme de Warzé, on va commencer par vous. Donc l'effet cathartique dont on parlait. Ça veut dire aussi que il y a encore plus d'attentes peut-être vis-à-vis de vous et de votre travail en ce moment que dans des périodes où tout va bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Est-ce qu'il y a une pression particulière ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, on est quand même depuis un an dans une phase de crise sanitaire qui pèse sur notre morale à nous tous. J'imagine que peut-être sur le vôtre aussi. Est-ce que c'est plus compliqué pendant cette période-là que dans les autres périodes de trouver des idées ? Déjà, je crois qu'en écoutant Guillaume, j'ai bien compris pourquoi je n'étais pas universitaire. J'ai déjà bien saisi le catharsis de la chose. Alors évidemment, il est clair que depuis un an maintenant, les gens sont complètement décontenancés. Il leur arrive quelque chose qui n'était jamais arrivé, et à nous aussi. Et je crois que Pierre et moi sommes un peu quelque part des privilégiés de pouvoir continuer à travailler. Finalement, pas comme les comédiens ou comme les humoristes sur scène, par exemple. Et je crois que j'essaye, moi, personnellement, de m'échapper un petit peu de l'actu Covid et parfois de proposer autre chose. Mais soit je ne suis pas assez bon, soit en tout cas les gens sont en demande, je dirais, de cet effet miroir de l'humour face à la pandémie,
à tous les arrêtés gouvernementaux, à la situation générale. En tout cas, moi, je suis même un peu gêné de dire que je suis assez inspiré en fait par tout ça, parce que finalement, moi, je fais pas l'actualité, je la commente. Et tous les jours, il y a des choses extraordinaires qui tombent dans l'escarcelle. Et bon, je crois que Pierre sera d'accord avec moi. Il doit faire un dessin par jour. Il y a vraiment du flux, quoi. Ouais, Voilà, mais ça veut dire qu'on ne peut pas rire de l'épidémie et de la maladie qui peut nous frapper, mais on peut rire des mesures qui sont prises pour la contrecarrer. En tout cas, il faut faire attention, évidemment, un petit peu à tout. Il y a des morts, il y a des gens qui souffrent. Il y a la temporalité aussi de cette maladie. C'est important, je crois, d'essayer de trouver les frontières acceptables dans l'humour qui puissent... On est là pour divertir les gens. Moi, je suis pas là pour choquer qui que ce soit. Donc, j'essaie quand même de faire un peu la part des choses. Et oui, c'est vrai que c'est plus facile de trouver des vannes, comme on dit, etc., sur le pouvoir plutôt que sur la pandémie elle-même. Oui. Ouais. Pierre Kroll, comment ça se passe l'inspiration pour vous? Je sais qu'il y a un dessin qui a fait beaucoup de bruit hier, on en reparlera dans quelques minutes. Mais d'abord, d'une manière générale, comment ça se passe en période de pandémie? Est-ce que vous avez trouvé de la matière facilement, ou est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « là, j'y arrive plus et je trouve plus quelque chose de drôle à dire » ? Alors moi, Jérôme, je suis universitaire, donc j'ai compris ce qu'a dit... Mais oui, mais il fallait un clown, hein, donc il faut le peuple. Hein, voilà. Non, mais j'ai bien aimé les mots anthropologie du vivant, parce que concernant mon métier de dessinateur de presse, mon rédacteur en chef au soir a un jour défini ce métier comme étant documenter le présent. Donc on est assez proche. Et donc si on lit le métier de documenter le présent et la vertu de l'humour qui est cette anthropologie du vivant, en fait je documente le présent avec un recul immédiat qui est celui de l'humour. C'est finalement voilà ce qui se passe. En ce moment, voilà ce que j'ai entendu, vous aussi, vous l'avez entendu. Voilà ce que je crois savoir, vous aussi, vous le savez, etc. Et là, je suis avec Jérôme plutôt dans les humoristes du coup, et on est là pour ajouter un commentaire supplémentaire qu'on croit un peu inspiré, un peu drôle ou divertissant. Moi, je suis moins dans le divertissant peut-être que Jérôme, parce que je ne suis pas classé dans là où il faut. Vous parliez du 1er avril. Le 1er avril, on continuera à exister, même s'il disparaît un peu, parce que trop de gens de nos jours confondent les fake news avec les vrais, hein, vous savez ça. Donc on a peur de faire des 1er avril. Mais le 1er avril a cette vertu qu'il annonce que c'est une blague, ou que juste après, il le dit. Ouais, c'était pour rire. Dans le dessin de presse, c'est très difficile. Quand Jérôme fait Le Grand Cactus, c'est une émission qu'on regarde pour se poiler. Si après, c'est tout le temps pour dire il ne devait pas faire ça, la regardez pas. Dans les journaux, malheureusement, les gens regardent pour dire après, vous ne deviez pas faire ça. Alors maintenant, pour vous répondre enfin précisément, Fabrice, simplement, c'est très simple. Ça m'a inspiré très très fort au début. Le premier confinement, je travaillais du matin au soir. Comme Jérôme, j'avais beaucoup trop à dire, à raconter le sort de mes concitoyens, de mes voisins et de moi-même. Pas de la maladie, mais les conséquences des décisions de confinement sur nos vies. Il y avait beaucoup à en dire. Et le deuxième ou troisième confinement que nous connaissons maintenant, je suis quand même parfois au bout de l'inspiration parce que les choses ont changé. Vous avez remarqué qu'on n'applaudit plus les infirmières. Eh bien, on n'applaudit plus tout à fait tous les humoristes. Ouais. Jérôme de Warzée, est-ce qu'en période de crise, le public est plus sensible? Est-ce que les réactions que vous pouvez recevoir après vos passages en radio et en télé sont différentes de ce qu'on pouvait connaître il y a 2 ou 3 ans? Je crois que le Covid étant universel, tout le monde étant imbibé de Covid depuis pratiquement plus d'1 an, tout le monde a envie de s'entendre dire certaines choses un peu extrapolées, je pense. Voilà. Je crois que les gens ont envie de se dire « Ah ben oui, ça, il a raison », alors que je n'ai pas raison. C'est juste mon esprit qui extrapole un petit peu et qui fabule sur ce qui pourrait pratiquement arriver. Mais comme on nous donne une matière qui est déjà quasiment extrapolée, je pense au frisbee par exemple, je pense à la règle de la vitre dans le train, ce sont déjà des gags à la base. Donc maintenant, on doit faire du rire sur du rire. Et ça devient quand même encore compliqué. Mais c'est vrai que les gens sont très présents sur les réseaux sociaux. Alors bon, on sait tout ce que ça génère, hein, les réseaux sociaux. On parlait du 1er avril. Le 1er avril, c'est quand même le seul jour de l'année où les gens vérifient vraiment les infos. Je crois que si tout le monde faisait ça tous les jours, ça irait quand même mieux. Ouais, une question, Guillaume Grignard. Est-ce que ce qu'on vient de décrire avec Pierre Kroll et Jérôme de Warzée, c'est typiquement belge ou est-ce qu'il y a ça dans toute l'Europe occidentale, voire dans le monde entier ?
Non, hein, c'est une tradition qui est extrêmement présente dans énormément de pays dont l'humour, qui sont intégrés dans l'humour. On peut citer la France, certainement le Québec pour le monde francophone. Donc il y a énormément d'humour qui se crée sur ces moments de crise, et aussi un humour qui est de plus en plus personnel, hein, parce qu'on a une triangulation en fait dans les relations entre le pouvoir, les médias et les humoristes qui est très brouillée en fait pour l'instant, puisque vous pouvez avoir maintenant des internautes qui fabriquent eux-mêmes leurs propres caricatures, qui font quelque part de l'humour politique sans passer par des humoristes. Vous avez des médias qui font des émissions de divertissement du politique sans avoir besoin d'humoristes. Vous avez des humoristes qui ne passent pas par les médias pour faire de l'humour politique. Donc on est aussi dans un brouillage complet aussi là de cette configuration que permet les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce serait intéressant qu'on y revienne dans ce débat qu'on a, puisque maintenant effectivement les réseaux sociaux sont un acteur majeur du monde de l'humour dans de nombreux domaines. Ouais. Alors on va parler d'un dessin, Pierre Kroll. C'est un dessin que je pense que vous avez publié hier, et il a provoqué beaucoup de commentaires. Alors on va le voir en même temps qu'on en parle. C'est un dessin qui fait référence à cette polémique là des trains vers la côte avec des moutons. On sera quand sur la plage, maman, mais on est sur la plage. Ça a provoqué beaucoup de réactions. Ça vous a surpris? Ça vous a peiné? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ou pas? Ça m'a peiné et je comprends trop bien ce qui se passe. Juste un mot, et ça fera le lien à l'universitaire, là, Guillaume. Merci d'avoir mis mon livre d'ailleurs derrière, à l'arrière-plan, je le vois. Ah, vous l'avez vu, je suis content, parce que j'ai fait un effort pour que vous le voyiez. Ouais, vous n'avez pas fait d'effort pour le mien, quoi. Donc, voilà. Envoyez-le-moi avec plaisir. Et un dessin de mon cher confrère Nicolas Badeau, un livre de mon cher confrère Nicolas Badeau. Mais je voulais dire, et ça rejoint ce que vous avez dit avant, c'est que l'humour a cette vertu un peu aussi, je pense, dans des périodes de crise, de venger un peu les gens. Je ferai le lien avec mon dessin, c'est-à-dire que si Jérôme se fout de la gueule d'un ministre, les gens vont pas aller le tuer, hein. Ils sont déjà un peu soulagés parce que Jérôme l'a fait. Et comme ils doivent subir quelque chose que ce ministre a décidé, qu'ils savent même pas s'il faut le remettre en cause vraiment parce qu'ils sont pas compétents, et c'est pas eux d'en décider, et simplement ça les emmerde. Que Jérôme dise c'est un gros con, c'est très gai. Voilà. Je trouve que c'est un peu ça. Attention, je n'ai jamais dit ça, hein. Je me suis trompé d'humoriste, mais voilà. Ça, c'est la vertu un peu vengeresse de l'humour. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a reproché sur ce dessin, Pierre Kroll? Alors, sur ce dessin, moi, quand je dis ce que je comprends trop bien, c'est que je comprends trop bien que dans pas longtemps, il n'y aura plus de dessin de presse. Ça va disparaître. Parce que là, c'est un problème. Je m'excuse d'être sérieux et de ne plus parler uniquement de l'humour en général, mais du dessin de presse en particulier. Les gens ne savent plus lire un dessin. Dans mon dessin, on me reproche de m'être moqué des gens pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller autrement prendre l'air que d'aller à la mer en train, tous dans des trains bondés. Moi, j'ai dessiné des moutons. Il n'y a pas de train dans mon dessin. Qui, parce qu'ils vont tous ensemble sur une plage, se retrouvent tous très nombreux sur la plage. C'est assez simple comme dessin. Et la maman mouton dit à son petit garçon, ne cherche pas la plage, tu es dessus. Voilà. Tellement on est nombreux dessus, on la voit plus. Voilà. Qu'on s'empare de mon dessin pour faire dire que tout ça, c'est à cause de ces cons de la SNCB qui ne savent pas mettre assez de trains, que c'est à cause de cet imbécile de ministre Gilles Quinet qui ne met pas des gens, que c'est parce que les riches, pendant ce temps-là, ils vont en voiture à la mer. Tout ce qu'on veut, je veux bien. Ce dessin ne m'appartient plus une fois qu'il est publié. Mais qu'on ne vienne pas dedans y dire des choses que je n'y ai pas mis, et dire que j'ai dessiné ce dessin au bord de ma piscine, etc., parce qu'il est fait pour insulter les pauvres gens qui n'ont pourtant pas d'autres moyens de le faire, etc. Alors, il y a les gens en masse, sur Facebook. Moi, je n'ai de mépris pour personne. Je peux vous assurer que si j'avais été dans un de ces trains hier, j'aurais fait le même dessin en arrivant à la plage. Parce que j'aurais fait cette constatation que j'étais avec des moutons. C'est pas des rats que j'ai dessinés, c'est des moutons. C'est gentil, un mouton. Et tous les ans, lorsque j'entends Bison Futé nous dire de ne pas partir le samedi 31 juillet à midi, je me dis, je vais partir le 31 juillet à midi parce qu'il n'y aura personne du coup. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours autant de monde aux heures où on vous dit de ne pas y aller. Ouais, nous sommes tous des moutons. Mon dessin, il est peut-être très philosophique ou très simple, mais il n'est pas autre chose que ça. Ouais. Jérôme de Warzier, ça vous est arrivé aussi de faire face à de l'incompréhension sur une de vos chroniques ou un de vos sketchs? Écoutez, moi j'utilise beaucoup la technique du second degré, voilà, effectivement. Et il n'y a rien à faire, c'est une langue étrangère, c'est tout. Il y a des gens qui ne la parlent pas. Il y a des gens qui prennent au premier degré totalement ce que je dis, et je peux évidemment comprendre que ça puisse, à la rigueur, à un moment les choquer. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des gens qui pensent encore que je suis vraiment journaliste, en fait. Et que je suis un journaliste, que je pose mon regard, que je raconte ce qui se passe.
mais je suis pas un journaliste qui fait de l'humour ou un humoriste qui fait du journalisme. Moi, je suis un humoriste qui fait de l'humour. Voilà, c'est tout. Donc, j'essaye de générer le rire le plus possible, mais je peux comprendre qu'effectivement, par rapport à certains événements, c'est encore trop chaud, ou on est trop touché, et que je dépasse sans doute un peu les bornes, mais bon, Guillaume Grignard, évidemment. c'est important ce que Jérôme de Warzé vient de dire, la frontière ou la distinction entre le journaliste et l'humoriste, comme leur matière première, ça reste quand même l'actualité, il y a confusion. Oui, absolument, mais c'est une discussion qui est très intéressante en fait, et effectivement j'avais vu aussi la polémique sur le dessin. Mais je pense Même qu'il y a avec deux des choses non-universitaires, je le glisse au passage. Oui, non, bien sûr, parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu quand même une certaine stature, qui ont critiqué ce dessin, donc c'est vrai que c'est un dessin qui a fait débat. Mais peut-être deux choses, je pense, là-dessus. D'abord, il y a un phénomène général sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, le public de Pierre Kroll, le public de Jérôme de Warzé, c'est une salle, un lectorat, et puis plein d'internautes partout qui partagent ça, et on perd totalement le contrôle de où cela va. Donc, les réseaux sociaux ont ce désavantage d'amener l'humoriste dans un endroit, et je mets Jérôme de Warzé et Pierre Kroll comme humoriste comme terme générique, ne m'en voulez pas, mais on peut spécifier, mais on amène quelque part le discours dans un endroit où sa grammaire n'est pas compréhensible par tout le monde. Donc ça, c'est un point qui est assez négatif par les réseaux sociaux. Néanmoins, les réseaux sociaux permettent une visibilité extraordinaire aussi, et une notoriété aussi qui augmente. Donc il faut aussi voir les réseaux sociaux sur tous leurs aspects, et aussi sur les aspects positifs. Donc ça c'est un premier point plus général sur les réseaux sociaux. Et alors sur le dessin en particulier, effectivement, là, on a un phénomène où, dans la perception, on n'a pas perçu un renversement des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que quand l'humoriste, et vous le disiez, je ne sais plus si c'était Jérôme ou Pierre, vous le disiez très bien, quand l'humoriste vengeur, quelque part, redonne finalement aux plus petits les armes pour moquer le puissant, quelque part, il y a une vertu de thérapie sociologique, quelque part. C'est-à-dire que nous tous, nous nous réconcilions avec nos hommes politiques. Là où il y a eu une interprétation de ce dessin, c'est qu'on a considéré que Pierre Kroll se moquait de ceux qui avaient en plus du mal là-dedans. Il se moquait plus du pouvoir, il se moquait du peuple, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ce qui a été dans l'interprétation, moi je ne prends pas position ici. Mais par contre, ce que je voudrais dire, et qui est vraiment important, et qu'on a beaucoup de mal à comprendre dans l'humour, et il y a beaucoup eu de polémiques aussi avec Xavier Gors dans Le Monde, notamment sur les mêmes points, c'est que les humoristes doivent bien comprendre que même s'ils veulent être dans la légèreté, le discours humoristique, c'est un discours. C'est quelque chose qui dit quelque chose de sérieux sur la société. Et donc, même si c'est comique, on crée des effets qui sont tout à fait sérieux. Et il y a par exemple, j'en terminerai là-dessus, des études qui ont montré comment est-ce que le sexisme et le racisme pouvaient beaucoup mieux circuler dans un discours humoristique, et pouvaient permettre aux acteurs qui y sont confrontés de ne même plus voir la dimension raciste ou sexiste d'un propos, parce qu'il est habillé par le discours innocent de l'humour. Et donc, moi, je pense que là, il y a une responsabilisation, surtout à l'heure des réseaux sociaux, qui doit apparaître chez les humoristes. Et je ne pense pas que c'est anormal, Pierre, que vous ayez été soumis à justifier votre dessin. Je ne crois pas que c'est anormal. Je pense qu'on vous a dit des choses incorrectes sur ce dessin, et que c'est logique que vous preniez la parole pour vous exprimer, mais je ne vois pas de problème de liberté d'expression et de fin du dessin de presse à partir du moment où vous êtes, vous, appelé à vous exprimer là-dessus. Alors je vais donner la parole à Pierre Kroll et à Jérôme de Warzé, mais on voulait juste quand même, c'est important, et puisqu'on parle de dessin de presse, saluer un départ, Arnaud Bruckner. Oui, le départ de Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux. Plantu qui a annoncé ranger ses crayons et quitter le journal Le Monde, pour lequel il signait depuis 1978 un dessin en une. Il signera au total à peu près 30 000 croquis, dont le dernier publié hier s'interrogeait sur les annonces qu'allait faire Emmanuel Macron, car Plantu, il aimait croquer les politiques comme Nicolas Sarkozy, Angela Merkel ou encore François Mitterrand. Un départ à la retraite, même s'il planche désormais sur de nouveaux projets. Et la une du Monde, elle sera assurée désormais par un collectif international. Voilà, et ceux qui ont plus de mémoire se rappellent que Plantu, c'est aussi celui qui mettait Édouard Balladur dans une chaise à porteur et plein d'autres choses, avec des avions renifleurs. Enfin, il y en a eu plein. Pierre Kroll, je vous laisse répondre à ce que disait Guillaume Grignard. L'idée, alors, moi je suis journaliste, je vais apporter ma petite pierre. Moi aussi, sur les réseaux sociaux, je suis parfois pris à partie, et souvent de manière extrêmement violente. Est-ce que c'est pas la rançon du succès, la rançon de la gloire, et comme vous êtes beaucoup plus connu que moi et lu que moi, c'est normal que ce soit encore plus violent pour vous?
Alors, Plantu est un grand ami très proche. Hein. Je le salue, c'est l'occasion aujourd'hui. J'aimerais en parler un quart d'heure, mais on ne l'aura pas. Donc, je vais encore parler de moi. Voilà. Non, simplement, j'ai très bien entendu votre question, Fabrice, et celle de Guillaume. Je dois préciser une chose. Je n'ai absolument pas parlé de liberté d'expression quand je justifie ici mon dessin. Justement, j'aimerais bien être attaqué sur le thème de la liberté d'expression, c'est-à-dire avoir exprimé des choses que je suis prêt à assumer devant 500, 1000, 10 000 ou 100 000 personnes qui ne pensent pas comme moi. Ça, ce sera un problème qui lie la liberté d'expression. Moi, je vous ai parlé du problème de lecture, c'est qu'on ne comprend pas la lecture d'un dessin. Je peux vous prendre d'autres exemples où les gens, par exemple, sont tous d'accord avec moi. Je dessine un gros touriste méchant, tout gras, tout con, sur une plage qui dit à propos d'un réfugié mort noyé par terre, vous voyez qu'il n'était pas si pauvre, il a un iPhone, il avait qu'à rester chez lui à faire la révolution, etc. Et j'ai des gens qui m'écrivent, vous avez tout à fait raison, monsieur Kroll, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis où, moi, dans le dessin? Je suis le réfugié ou le gros con? Je sais me dessiner, j'ai montré une scène. J'invente des scènes qui se passent. Hier, j'ai inventé des moutons qui allaient tous ensemble sur une même plage. Je ne revendique donc pas la liberté d'expression et je ne dis pas que les gens veulent l'atteindre. Quand j'ai dit le dessin de presse mourra à cause de ça, c'est parce qu'il ne sera donc plus compris. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Fabrice, parce qu'entre-temps, je l'ai oublié. Oui, mais c'est pas Tout artiste ne cherche pas à faire l'unanimité, Bien sûr que non. Et nous sommes quand même quelque part des artistes. Moi, je voudrais m'adresser à mon public. Si on me reproche un dessin un peu anticlérical, moi, je suis pas dans la Libre Belgique, je suis dans Le Soir. Vous savez, un chanteur, il chante pour son public. S'il cherche à plaire à tout le monde, ça s'appelle le concours de l'Eurovision, il y en a qu'un qui gagne. Ouais. Jérôme de Warzée, vous n'êtes pas présenté à Miss Belgique. Tout le monde, c'est pas mon métier. Ouais, Jérôme de Warzée, vous ne cherchez pas le consensuel, c'est pas Miss Belgique. Écoutez, moi, en tout cas, je suis contre la guerre, ça, de toute façon. Donc, ça, je vous l'ai dit. Et Pierre Kroll aussi. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi je ne participe pas au concours et j'aimerais bien que l'année prochaine, ça soit effectivement remis. Mais le consensuel, écoutez, la consensualité, on la met il y a des degrés divers à la consensualité. C'est ça aussi. Bon, moi quelque part. Je vais poser ma question autrement, Jérôme. Est-ce que quand vous écrivez des sketchs que vous allez jouer sur scène ou que vous allez faire jouer à d'autres sur scène, parce que vous écrivez pour d'autres, est-ce que vous êtes plus libre que lorsque vous écrivez, par exemple, pour le Grand Cactus, où vous avez une très grande audience? Mais en tout cas, moi j'ai une liberté totale à la RTBF parce que, par exemple, pour mes chroniques, on n'a jamais lu un billet avant que je ne rentre en studio. Donc je pourrais rentrer et dire les pires horreurs, ils ne pourraient pas le savoir à l'avance. Donc ça, parce que beaucoup de gens me disent, oui, vous êtes serré. Vous répondez pas tout à fait à ma question. Non, mais je dis que sur scène, par exemple, il y a plus de liberté qu'en radio. Ça, c'est sûr. Voilà. L'endroit où moi, en tout cas, je peux me permettre d'y aller le plus franchement du monde, c'est sur scène. Ça me semble être l'endroit où mon public est là, on est ensemble, où je peux effectivement y aller, entre guillemets, où je peux lever un petit peu le curseur. Voilà. Allez, on va émettre le souhait qu'on puisse vous retrouver rapidement sur scène. Je vous pose une dernière question, parce que c'est la fin de ce débat. Je vous fais un petit exercice. Citez-moi la chose la plus drôle depuis un an, depuis qu'on est entré en confinement. Allez, on commence. Allez, on va commencer avec l'universitaire, c'est la revanche des humoristes. Guillaume Grignard, la chose la plus drôle. La chose la plus drôle, pour moi, Eric Havlik, quand elle a dit qu'il fallait arrêter de se plaindre, elle mériterait une place dans le Grand Prix de l'humour 2021, à mon avis. Pierre Kroll. La dernière vanne de Jérôme de Warzée, mais je m'en souviens plus. Je pense que c'était la meilleure. Non, moi, je vais terminer. J'aurais pas dû répondre sérieusement, en fait. Vous auriez dû répondre le livre qui est derrière vous. Oui, c'est vrai. Bon, Pierre Kroll ne joue pas vraiment. Je vous dirais juste un mot pour relancer le débat. Sans moi, après, quand je serai plus là, réfléchissez à une chose. On parle des débats, justement, avec le public, avec les réseaux sociaux, etc. Il s'en tient toutes les semaines à la RTBF. Vous aurez noté que je n'y suis plus. Je ne peux pas développer, on n'a plus le temps. Bon, on va vous réinviter. J'ai compris qu'il y avait un petit message. Jérôme de Warzée, le plus drôle depuis un an. Écoutez, ne dites pas un dessin de Pierre Kroll. Non. Le plus drôle, je ne sais pas, mais le moins drôle, c'est qu'effectivement, Pierre n'a plus ses dessins sur l'RTBF. Et ça, c'est pas drôle du tout, ça, c'est sûr. Bon, voilà. Alors, on va investiguer cette question-là. Merci beaucoup, Pierre Kroll, dessinateur, notamment au journal Le Soir. Jérôme de Warzée, chroniqueur à la RTBF, au Grand Cactus, humoriste, écrivain de sketch, etc., etc. Guillaume Grignard, doctorant en sciences politiques à l'ULB, qui travaille notamment sur le rapport entre l'humour et la politique. Merci à tous les trois